Shalom Obracha. Bezrat Hashem Ayom, on va étudier la paracha de Vaïcha. Alors pour commencer l'étude de la paracha, nous allons regarder ensemble le premier midrash qui apparaît devant vous dans le Daf Mekoro. Vaïtzav otam lemor kotomru ladoni le'esav. Rabbeinu Amar le Rabbi Appas. Az Rabbeinu c'est Rabbi Yehuda Anassi, a donc dit à Rabbi Appas qui était son secrétaire. Ktov Chadi Gram Shemi le Maran Malka Antoninus. Je te demande d'écrire une lettre en mon nom au roi Antonin, donc l'empereur Antonin qui était l'empereur romain de l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. Alors Rabbi Appas, le secrétaire, s'est levé et il a écrit une lettre. Maintenant, comment il a énoncé l'intitulé de la lettre? Min Yehuda Nessia, donc de Yehuda le président donc des Juifs, les Maran Malka Antoninos, à notre maître le roi Antonin. Nasbe, Ukraïa. Alors il a donné la lettre à regarder. Rabbi il a vu la lettre et il a déchiré. Amarle Ktov, alors il a dit comment tu dois écrire? Min Avda Yehuda, de ton esclave Yehuda, les Maran Malka Antoninos, à notre maître le roi Antonin. Donc on lieu d'écrire le président Yehuda, écrit l'esclave Yehuda, le serviteur Yehuda. Amar le Rabbi, miplema ta mevazak votra. Alors le secrétaire Rabbi Appas, pour lui Rabbi Yehuda Anassi c'est qui? C'est Rabbi Yehuda Anassi, c'est le président. Il lui dit Rabbeinu, pourquoi tu te dénigres comme ça aux yeux des Romains? Amar le, alors il a répondu la chose suivante. Manatav min sabi, est-ce que je suis meilleur que mon grand-père? Lokachama, arrête, voici ce qu'on a lu dans la paracha. Kohamar avdecha Yaakov. Yaakov qui parle à Esav, comment il lui parle? Ton serviteur Yaakov. Alors Rabbi Yehuda Anassi nous dit la chose suivante. Si Yaakov Avinu il a parlé à Esav et il lui a dit ton serviteur, ton avdecha, alors nous aussi on doit dire avdecha. D'accord? Donc on voit là une approche, on va dire, tout à fait, on va l'appeler comme ça, l'approche, on va dire, gauchiste, okay? D'accord? Qui dit que, bon, écoute, puisque les goïms nous font des problèmes, nous devons faire attention à ménager nos relations diplomatiques, et donc pour cela, il faut donc baisser la tête. D'accord? Nous savons que nous avons trois pères. D'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'est quoi? Avant, on va dire, ça représente, on va dire, oui, le chesed de façon générale, mais on va dire aussi qu'au point de vue historique, on va dire que c'était un âge d'or. C'est un âge d'or, pourquoi? Parce que Abraham, comment il est appelé par les goïms? Abraham. Comment il appelle les goïms? Abraham. C'est vrai aussi, mais autre chose. Un titre que les goïms il lui donnent. Comment il appelle Le père. Notre esclave. Comment il appelle les goïms? Le père. Ah, je vais vous rappeler. Au début de la paracha Trahier Sarah, d'accord, Abraham il veut acheter un caveau pour enterrer Sarah. Alors comment il appelle les goïms à ce niveau-là, les gens de Chet? Comment il appelle? Nessi Elohim Ata Bedochenu. Tu es le président dénommé par Dieu en notre sein. Et donc, où c'est que tu veux, enterre ton... Non, comment il l'appelait? Nessi Elohim. On se compte quel titre? C'est-à-dire que les goïms à l'époque d'Abraham, comment ils regardent Abraham? Waouh! Bon, on passe à Yitzhak. Quelle est la relation? Déjà beaucoup plus ambiguë. Parce que les relations entre Yitzhak et les goïms qui sont autour de lui, c'est la relation qu'on va trouver entre Yitzhak et Avimelech. D'accord? Et comment elles sont les relations? Tendues. D'accord, tendues. Éloigne-toi de nous. Il va creuser des puits, qu'est-ce qu'on fait? On lui bouche. Donc comment il s'appelle? C'est Sitna. C'est-à-dire qu'il y a une haine. Et ensuite on a Yaakov. Yaakov qui appelle Esav Avdecha. Donc on va dire il y a une certaine dégradation, il y a un déclin. Ça représente un peu ce qu'on a vu, on va dire, au niveau historique. Avraham Avinu, c'est Beit Rishon. Beit Rishon, c'est quoi? Quoi Beit Rishon? La gloire. D'accord, Beit Rishon, donc la troupa de Beit Rishon, Shlomo Amelech, David Amelech, tous les goïms, ils baissent la tête devant
devant Shlomo. D'accord, Malkat Sheva, elle vient de Sheva, donc pour voir la magnificence du roi Shlomo. Bon, ensuite, on arrive à Beit Sheni, correspond à Yitzhak. Comment c'est? Très tendu, une fois on a la royauté, une fois on est dominé, etc. Bon, et finalement on arrive à quoi? Finalement on arrive à la galoute. D'accord, la grande galoute de 2000 ans, dans laquelle on va dire qui c'est l'emblème de cette galoute? C'est Yaakov, parce que finalement, d'accord, Abraham Avinu va habiter une grande partie de sa vie en Eretz Israël, Yitzhak va habiter toute sa vie en Eretz Israël, et Yaakov Avinu, une grande partie de sa vie, c'est la galoute, que ce soit à Haran ou que ce soit en Égypte. Donc Yaakov Avinu, on va dire, c'est le prototype de quoi? Du juif en exil. Alors ce juif en exil, comment il doit se comporter? Alors Rabbi nous dit, bah, écoute, nous devons apprendre de notre grand-père Yaakov. Et si Yaakov, quand il parle à Esav, il lui dit Kohamar Avdecha Yaakov, alors moi, quand j'écris à l'empereur Antonin, je lui écris, d'accord, Avdecha Yehuda, à notre cher roi bien-aimé, etc., l'empereur Antonin. D'accord? Donc on voit là, finalement, on apprend de la conduite de Yaakov. Maintenant, on va dire pour achever ce début, cette introduction, finalement, ce qu'on voit dans notre paracha, c'est quoi? C'est le contact entre Yaakov et Esav, quand? Au moment des retrouvailles. C'est-à-dire quand Yaakov revient vers Eretz Israël, qui c'est finalement qu'il trouve sur son passage? Esav. Esav et pas qui? Yitzhak. Yitzhak, d'accord. Yitzhak, c'est pas né, mais c'est son père. C'est son ordre. J'ai pas compris la question. Yaakov Avinu, quand il revient vers Eretz Israël, il y a quelqu'un, finalement, regardez. Eliphaz. Regardez ce qu'on a essayé d'expliquer en fait. C'est que ce qu'on a dit, on a un grand principe qui s'appelle Maaseh Avot, Siman Labanim. Ça veut dire que les actions de nos pères sont finalement, on va dire, la quintessence de l'histoire juive. Donc comme on l'a montré exactement, Abraham Avinu, c'est la quintessence de quoi? Baït Rishon. Yitzhak Avinu, Baït Sheni. Yaakov Avinu, c'est quoi? L'exil est quoi? Bon, l'exil est finalement le retour. Maintenant, ce retour, quand c'est qui se passe? Eh ben, dans notre paracha, Yaakov Avinu, il revient de son exil en Haran, et il revient vers Eretz Israël. Et à ce moment-là, qui c'est qui trouve sur son passage? Esav. Et pas qui? Et pas Ishmaël. Pourquoi il a dit pas Ishmaël? Parce que finalement, nous, a priori, qui c'est qu'on a retrouvé? Ishmaël. Donc la question, si on fait le parallèle historique, c'est pas Esav qu'on a retrouvé. Nous, on a retrouvé Ishmaël. Grave erreur. Okay? Grave erreur, à savoir, d'accord? Évidemment, on va dire qu'on a des frictions, des tensions avec Ishmaël. Mais celui qui véritablement nous entrave la route, ce n'est pas Ishmaël, mais c'est Esav, c'est l'Occident. Pourquoi? Parce que finalement, notre problème avec Ishmaël, on a un problème technique. On va dire technique, mais on a un problème sur un territoire, etc. D'accord? Notre problème, pourquoi on n'arrive pas à vaincre la guerre? C'est l'Occident qui l'empêche. Hein? Il y a l'Occident qui l'empêche. Parce que l'Occident il empêche. Parce qu'à chaque fois qu'on va essayer de se battre pour défendre notre pays, tout le monde nous crie dessus, il nous dit attention, vous touchez des innocents, etc. D'accord? Bon, vraiment très innocents. Mais dans tous les cas, c'est évidemment notre problème, c'est quoi? On va dire c'est les nations. C'est comment ça s'appelle? Les Nations Unies, oui. L'ONU, c'est l'ONU. D'accord? Notre véritable problème, c'est l'ONU. Donc, véritablement, celui qu'on va dire qui nous met un boulot au pied, c'est qui? C'est Esav. D'accord? C'est Esav. C'est pas Ishmael. On a une rencontre avec Ishmael. Mais on va dire, notre véritable problème dans la tête, d'accord? Notre problème, on va dire, tarbouti, culturel. D'accord? Ce qui nous fait des problèmes culturels, c'est Esav. D'accord? C'est pas Ishmael. Bon, dans tous les cas, nous pouvons donc apprendre de la conduite de notre père Yaakov, qu'à partir de maintenant, quand on nous pose la question comment se comporter vis-à-vis de l'ONU ou vis-à-vis, comment ça s'appelle, de Ishmael, alors quelle est la bonne conduite à adopter? Tout simplement baisser la tête et dire Avdecha Yaakov. Non, Ishmael, Avdecha Israël. C'est comme ça qu'on doit répondre, c'est ce qui est marqué dans le C'est marqué dans le Midrash. Tu l'as vu le Midrash devant toi? C'est ça, non? D'accord. Mais comment on lui parle?
Attends, Oui, C'est-à-dire que quand l'ONU lui dit, doit baisser la tête de écoutez, vous vous comportez mal, qu'est-ce qu'on est censé faire? Oui, mais excusez-nous, nous nous excusons d'avoir commis cette infamité, comment ça s'appelle, d'abattre des terroristes comme ça. Nous aurions dû les laisser nous tuer. C'est ce qui est marqué ou pas? Bon, donc c'est ce qui est marqué. Donc nous pouvons terminer les chiots, voilà. Alors, bon, c'est clair que c'était l'opinion de Rabbi. Seulement, vous savez que dans le Midrash, comme dans la Gemara, il y a plusieurs opinions. Alors, on va voir maintenant d'autres opinions. Mais j'ai commencé par cette opinion pour vous montrer que, en effet, cette opinion a sa place dans, on va dire, dans le judaïsme, et que dans toutes les générations. Et ça dépend aussi évidemment de la situation dans laquelle on se trouve. Il faut savoir aussi que des fois, comment ça veut dire, la conduite à adopter, c'est en effet de baisser la tête en attendant que la vague des fers les passe. Après, même sur ça, on peut même dire, en fait, on doit être évêque juste au niveau de la parole, quoi. Mais après, on peut. Alors on va voir. Est-ce que tu dis c'est que de la rhétorique, c'est pas de la pratique? On va voir. Alors, passons, avec votre permission, au prochain Midrash, donc celui à la ligne 13, dans le Daf Mekor. Vaishlach Yaakov Melachim Nefana. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Rouven Patach. Alors Rabbi Pinchas, il a dit au nom du Rabbi Rouven. Kuma Hashem Kadma Panav. Lève-toi Dieu et viens devant moi. Achreu Palta Nafshi Meracha Harbecha. Alors je te demande de vaincre mes ennemis et d'épargner mon âme de l'atteinte du glaive de mon ennemi. Palta Nafshi Meracha Harbecha. Palta Nafshi Meroto Racha. Donc c'est quoi, de qui il s'agit? Éloigne-moi, préserve-moi de l'atteinte du glaive du rachat. Le rachat célèbre, à savoir le rachat qui s'enorgueillit de son glaive. Qui est le rachat qui s'enorgueillit de son glaive? Et ça, d'accord, sur lequel il y a marqué Acharbecha Tifie. Tu vas gagner, tu vas vivre sur ton glaive. Sheneema Acharbecha Tifie. Davar Acher. Palta Nafshi Moto Racha Shucharbecha. Shebo Ata Rodé de la Mecha. Sauve-moi de ce rachat par l'intermédiaire duquel on va dire, tu punis ton monde. Enfin, l'idée c'est quoi? C'est que c'est le rachat par l'intermédiaire duquel Akadosh Baruch Hu, il envoie des difficultés, et ces difficultés elles-mêmes, c'est elles qui nous permettent de revenir sur le droit chemin. Alors je termine le Midrash, dernière ligne du Midrash. Amar lo Akadosh Baruch Hu. Donc, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a demandé? Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Amar lo Akadosh Baruch Hu. Les d'un quoi yamelech. Attention, il est allé dans son chemin. Vaïta meshalach etzo. Et toi, t'es parti le chercher. Veomer ko amar avder Yaakov. Et en plus, tu lui as dit, voici ton esclave. Voici ce que dit ton esclave Yaakov. C'est un reproche. C'est un reproche. C'est Hachem qui lui répond ça. Akadosh Baruch Hu lui répond. Yaakov il vient, Akadosh Baruch Hu il dit sauve-moi de rachat de Esav. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Akadosh Baruch Hu? C'est ta faute. Pourquoi tu l'as t'es capable de chercher? Et en plus tu l'as appelé mon maître. Tu t'es appelé un esclave. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Alors il n'y a pas d'aide. Comme il a dit Abdecha, alors Hachem lui a dit tu te devrais pas. Si tu dis Abdecha, il n'y a pas d'aide. Il aurait pu battre contre 400 hommes. Alors bon, c'est une très bonne question, on va réfléchir après. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Mais d'abord, on voit que ce Midrash là, comment il voit les choses? À l'opposé. À l'opposé du premier. Si le premier il disait c'est la conduite à adopter, là le Midrash il dit non, pas du tout. Il a fait une erreur tactique. Parce qu'en lieu de se débrouiller en prenant un Kadosh Baruch Hu contre les sables, il a dû se débrouiller tout seul. Bon, où c'est qu'on voit ça dans les Psukim? Que Yaakov il a demandé de l'aide, là Kadosh Baruch Hu il a refusé. Il a prié. Mais il a prié, mais j'en sais rien suivi. Ça n'a rien suivi, d'accord? Il a dû l'envoyer Il a dit Dieu, il n'a pas exaucé mes frères. Pas exaucé. Pourtant, on va pas exaucer parce qu'on Il a tout simplement. Akadosh Baruch Hu est tout simplement absent. absent de cette paracha.
A priori, on aurait dû s'attendre que quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est qui qui dit à Jacob, rentre chez toi à la maison, va voir ton père Yitzhak? C'est qui lui a dit? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Yaakov à la fin de la paracha dernière et il lui dit rentre chez ton père. Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il amène ses femmes et il leur dit écoutez, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, m'a dit qu'on rentre chez papa. Qu'est-ce qu'elles ont dit ces femmes? On y va. D'accord? Donc il est rentré sur quoi? Sur l'ordre divin. Il rentre sur l'ordre divin. Qu'est-ce que je lui attends maintenant? Que Esav s'approche, qu'il y a un boulet de feu qui descend du ciel, qui brûle tout, et Yaakov il continue tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a peur. L'embrouille. Il t'a je pense. L'embrouille, et Akadosh Baruch Hu, il est complètement absent de là. Et le Midrash en fait se pose cette question. Mais pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu est-il absent de cette paracha? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne parle pas à Yaakov et lui dit Al-Tirav dit Yaakov, n'aie pas peur Yaakov, je suis avec toi. Alors il s'est dévoilé à lui quand il a quitté Eretz Israël, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Là il a quitté, il lui a dit vas-y. Et maintenant quand il arrive au moment, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Il n'y a pas de... Pourquoi? Alors, une seconde, vous me posez une très bonne question, comment ils vont se comporter? Je suis en train maintenant d'étudier le Midrash. D'accord? Le Midrash nous dit la chose suivante, tu sais quel était le problème? Deux problèmes. D'abord il est parti chercher Esav, et ensuite il a dit Avdechaya. D'accord? Bon maintenant, où c'est qu'on a vu qu'il est parti chercher Esav? Alors voilà, il y a marqué Vaishlach Malachim Lefanav. Et les Samachim, Artsa Seir, c'est des Edom. Donc, Esav, il est chez lui tranquille. Ou bien il était en chemin pour un autre endroit, pour une autre direction. Et Yaakov, il va le chercher et lui dit écoute, je suis là. Qui c'est qui t'a demandé de réveiller les problèmes? Pourquoi tu fais ça? Tu fais une intervention diplomatique tout à fait inutile. Tout à fait inutile. Et quelle est la preuve que finalement, si Yaakov a cherché Esav, il y a une preuve. Ça, c'est quoi la preuve? À la fin de la paracha, il va écrire Esav. Une seconde, on va le Chumash. À la fin de la paracha, quand ils se séparent, qu'est-ce qui a marqué? Alors, regardez ce qui est marqué. À ce moment-là, Esav est retourné sur son chemin à Seir. C'est-à-dire quoi sur son chemin? C'est-à-dire qu'en fait, il était en chemin. Dans une autre direction, il n'était pas du tout en direction de Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que Yaakov il appelle, lui dit écoute, je suis ton serviteur, je suis ton esclave. Qu'est-ce qu'il a dit Esav? J'ai compris. Il a pris avec lui des hommes, il a dit bon, volte-face, on va maintenant attaquer Yaakov. En fait, c'est quoi? C'est le fait que Yaakov il a baissé la tête. Alors qu'est-ce qu'il a invité? Il a invité le combat. Pourquoi? Parce que quand tu baisses la tête, alors tu montres ta faiblesse. Celui qui est en face, qu'est-ce qu'il se dit? J'en profite. J'en profite. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit tu sais quoi? T'as voulu faire le malin. T'as joué la diplomatie fine. Tu t'es avili devant Esav. D'accord? Et après, qu'est-ce que tu demandes? De l'aide. Monsieur, si tu te débrouilles si bien que ça, continue à te débrouiller. Et donc là, on voit dans ce midrash une optique, on va dire, plutôt l'ormanite, plutôt guerrière comme ça, qui dit non, il ne faut pas baisser la tête devant les goïs. Je vous écoute. Je sais pas comment on va le lire avec l'histoire de Rabbi Pinchas. Non, Rabbi Pinchas, il dit comme ça. Il dit comme ça. Le tzaddik, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Et de quel tzaddik il s'agit ici? Il s'agit de Yaakov. Mais il n'a pas été répondu. Parce que Kadosh Baruch Hu l'a dit, non, je ne te sauve pas. Donc, cette fila de Yaakov et cette réponse d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, n'apparaissent pas dans le texte. Qu'est-ce qu'on a expliqué? D'où le Midrash, il a pris ça. Le Midrash, comment il prend ça? Il dit, c'est pas normal. Arrête. Puisque Yaakov, c'est un tzaddik, donc a priori, ça lui revient de droit une protection. Et cette protection est absente. Pourquoi? Réponse du Midrash. À cause de sa conduite. Parce que lui-même, il s'est mis en danger. Parce qu'il a cherché les problèmes.
Oui. Mais il n'y a pas un moment où justement Yaakov il a prié et Dieu lui dit qu'il s'ennuie pas et que. Je dis la bière, c'est pareil, ça va. Pas ici. C'est quoi on a dit prier qui. Ici, il prie, il y a une certaine prière de Yaakov, mais il n'y a pas de réponse à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de réponse. Il lui dit la bière, c'est tout. Non, mais c'est pas ici, ça c'est à la fin de Parashat, au début de Parashat Vaïtse. Oui. Le fait est que lorsque les anges viennent, ils disent à Yaakov et comme Oui, maintenant il vient attendre encore. Et ils ne savaient pas au moment où ils ont délivré leur message s'il était en train de. Pourquoi il est parti chercher? Le Midrash nous dit il aurait pas dû partir chercher. Il rentre en Eretz Israël. Comment il doit rentrer? La tête haute. Je rentre à la maison. C'est à moi. Comment Yaakov il est rentré? Je peux avoir la permission de rentrer? Je peux rentrer? Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, tu demandes la permission? Alors la réponse est Non. ben non. Ah. C'est ça la différence. Si tu rentres chez toi comme un balabaïd, comme le propriétaire demande la permission de rentrer? Non. Ben, c'est à lui. Si tu demandes la permission, automatiquement qu'est-ce que tu fais? Tu tends la perche à l'autre de dire que quoi? Non, qu'est-ce que je rentre? Ben, si tu demandes la permission, donc t'es pas convaincu de ton droit, etc. D'accord? C'est ce qui s'est passé finalement d'après le Midrash avec Yaakov. Regardez le prochain Midrash. Ligne 20. Bota sha'a shekara Yaakov l'Esav Adoni. Au moment où Yaakov a appelé Esav Adoni, mon maître, vous savez ce qui s'est passé? Regardez c'est horrible. Amar lo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a répondu. Ata ishpalta atzmecha, tu t'es avili. Vekarata l'Esav Adoni shmone pamim, et tu as appelé Esav mon maître 8 fois. Chayecha, sur ta vie. Ani ma'amin mi banav shmone melachim kodem levanecha. Il aura droit à 8 rois avant que toi tu n'aies droit à un roi. C'est-à-dire qu'il y a 8 rois qui ont régné avant qu'il y ait eu le premier roi d'Israël. Sheneemar ve'ele melachim Hashem alchou le'edom. Bon, comment on voit une midrash là? Même chose. C'est-à-dire que dans la même direction de dire. Moi, je t'ai rabaissé. Comment tu t'es rabaissé? Comment tu t'es rabaissé? Parce que tu t'es rabaissé, punition. Punition. Tu t'es rabaissé, t'as dit 8 fois mon maître, et bien 8 fois ils vont être ton maître. Mais ce Midrash, il dit pas qu'il l'a pas aidé. Chaque midrash, comment ça s'appelle? Il éclaire une facette. D'accord? Donc tu as le midrash qui te dit Akadosh Baruch Hu il est absent de la paracha. Pourquoi? Je l'ai pas aidé. Parce qu'il n'a pas aidé, parce qu'il s'est comporté comme ça. Tu as un autre midrash qui dit où c'est qu'on voit Ela Melachim Hashem alchou le'edom. Regardez votre Chumash. À la fin de paracha, Vaishlach. Qu'est-ce qu'elle a marqué à la fin de Parashat Vaishlach? Donc, c'est Perek la Medvav, Pasuk la Medalef, vraiment la fin de la paracha. Et voici les rois qui ont régné sur Edom. Quand? L'Ifnei Melech Melech l'Ifnei Israël, avant qu'il n'y ait eu un roi sur les enfants d'Israël. Quel rapport? Edom, c'est les enfants de Esav. Quel rapport? Le Midrash, je vais t'expliquer le rapport. On a eu droit à 8 rois, d'accord, de Edom avant qu'il y ait un roi d'Israël, en punition sur quoi? Les 8 fois où Yaakov Avinu il a dit mon maître. C'est forcément mal. Hein? C'est forcément mal. Je sais pas comment tu comprends les choses. Je pense que Tu comprends les choses comment toi? Non, A priori, tout simplement, le Midrash il dit c'est une. Ça cache beaucoup de réponses, c'est une punition. C'est une punition. Ou, Rav, Oui. on voit qu'il a payé 8 fois. t'inquiète. Tu vois dans les psukim. Quand on roule à donner les Esav, il me l'a gardé avec Adata. D'accord? Adabo et l'Adoni Seira. Enfin, tu vois dans les psukim. C'est marqué 8 fois. Bon, donc là on a une vision à dire, c'est plus on est parti de la gauche extrémiste, on est passé maintenant à la droite extrémiste, d'accord? Même tu dis rien du tout, ni monsieur, ni madame, rien du tout. D'accord? Tu rentres, boum, zéro. Oui. C'est quoi, géographiquement, c'est quoi le rapport entre Edom et Israël? Edom, c'est sur l'est d'Israël. Oui, sur l'est d'Israël. D'accord, c'est à l'est d'Israël. Bon, évidemment, la question qu'on doit se poser quand même, malgré tout ça, quelle question on doit se poser? Comment il s'en est sorti? Hein? Comment il s'en est sorti? Comment ils s'en est sortis? Ils s'en est sortis à la fin, d'accord? Mais c'est une autre question. Je peux pas, vis-à-vis de ce qu'on est en train d'étudier, vous avez posé une question avant qui vous dit, mais comment il aurait dû
Se conduire. Se conduire. A priori, Yaakov, là, il se conduit comment? Comme un homme pragmatique, d'accord? On n'est pas des traits brûlés, des écervelés, d'accord? Il faut bien jouer la diplomatie, et donc, en diplomatie comme en diplomatie, des fois il faut savoir baisser la tête, d'accord? C'est normal. Qu'est-ce qu'on veut bien de Yaakov? Qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'il fasse? Qu'est-ce qu'on attend dans son D'accord. frère? Comment aussi Hachem il a pu refuser de l'aide alors qu'il lui a promis? Il lui a promis qu'il allait l'aider. C'est tout simple. Ça, je réponds tout de suite à ta question. Akadosh pourrait te promettre de l'aide si tu vas avec lui. Mais si tu te comportes contre sa volonté, alors il te dit, moi je t'ai promis de l'aide si tu comptes sur moi. Si tu comptes pas sur toi, mais si tu comptes sur ta diplomatie, alors tu n'auras pas le droit de mon aide. Débrouille-toi avec ta diplomatie. D'accord? C'est exactement ce qui est marqué dans le Midrash. Il dit, moi je promets de notre tzadikim. Mais toi t'es parti chercher les problèmes. T'as fait la diplomatie, laisse-moi tranquille. Moi je t'ai rien demandé. D'accord? Bon, alors quand même la question, un peu de pragmatisme, d'accord? Un peu de vraiment les pieds sur terre. On peut être des écervelés, c'est pas comme ça. Oui. Mais juste peut-être qu'il venait avec une bonne intention d'avoir des bonnes relations avec Esa, il n'est pas venu pour le chauffer ou un truc comme ça. Dans le principe, tu as raison. Il n'a pas fait ça, de façon méchante. Mais il a fait ça, encore une fois, il a tendu la perche, d'accord? Il a tendu la perche qui va à Esav de viens me faire des problèmes. Viens me faire des problèmes. Il savait très bien que Esav n'est pas content. Il le sait qu'Esav n'est pas content. Oui. C'est pourquoi il se présentait en tant qu'esclave et pas en tant que son frère, tout simplement. Mais, en effet, il est venu se présenter en tant qu'esclave, pourquoi? Diplomatie, d'accord? On va être gentil, on va baisser la tête, et comme ça, on va se faire aimer. Parce que souvent, on a l'impression que si on baisse la tête, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va nous dire ah, vous êtes on vous aime, vous êtes les gentils. Ce qui se passe généralement, plus tu baisses la tête, plus on te marche dessus. D'accord? Oui, mais ça aurait été logique qu'il se présente en tant que copain. S'il avait une requête, on va ça. Là, c'est juste qu'il fait part d'un message d'une. Oui, je rentre à la maison. Oui, donc c'est pas logique qu'il se présente en tant que frère. Mais déjà qu'il était vénère. C'est pas logique. C'est logique qu'il se présente en tant que son frère, mais s'il le fait pas en tant qu'esclave. Encore une fois, c'est un moyen, il essaie d'adoucir il sait que il a une grande rancœur contre lui, il essaie de l'adoucir. Bon, alors, pour essayer de comprendre de façon plus profonde ce qui se passe devant nous, on va étudier un autre Midrash. Nous lisons ensemble la ligne 23. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Donc Yaakov envoyait des anges devant lui. Rabbi Yehuda et Rabbi Simon Patar. Quand Rabbi Yehuda étudiait cette paracha, alors il commençait l'étude de cette paracha par le pasuk suivant. Maya Nirpash ou Makor Moshrat Tzadik. J'ai une seconde. Car Tzadik Mimit Atzmo Lifne Racha. Donc le pasuk de Michelet, je vous ai dit le pasuk le Végomer, donc le pasuk de Michelet a deux choses suivantes. Maya Nirpash ou Makor Moshrat. Donc c'est une source qui est salie, qui est souillée. Et le mot Maria en hébreu c'est une source, et Makor aussi c'est une source, d'accord? Et Tzadik Mamit Lifne Racha. Un Tzadik qui se courbe devant le Racha. Amar Rabbi Yehuda et Rabbi Simon. Keshem shi efshar la Marianne les rapes ou la Makor les shachet. De la même manière que ce n'est pas possible de souiller jusqu'au bout une source d'eau. Une source d'eau, même si tu la salis, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Elle va se renouveler. Car Yeshua la tzaddik la mout lifne racha. Alors de la même manière, le tzaddik, il ne peut pas tomber devant le racha. Donc, première explication, de dire en fait, d'accord? Même quand le tzaddik il va baisser la tête devant le racha, ne crois pas que ça va être ad aeternam. Finalement, c'est comme une source qui va revenir à sa nature première. Et même si on va dire, on va passer un mauvais temps, finalement, ça va revenir. Bon, première explication. A priori, ça peut aller très bien avec l'idée de qui? De Rabbi Yehuda à Nes. D'accord? Deuxième explication. Ukmaya nirpash ukmekor moshra. Maintenant, comme une source souillée, vraiment souillée, et comme car tzaddik m'évite à son lifne racha. Ça, c'est un tzaddik qui se baisse devant le racha. Amar lo HaKadosh Baruch Hu,
Dieu a dit à Yaakov, Aya Baalech, il est dans son chemin. Vaïtam Shalach Etzlo Veomerlo. Et toi, tu es parti chercher, tu lui as dit, Kohamar Avdecha Yaakov. Donc, on revient finalement sur la deuxième avis. Et le deuxième avis qui nous dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Yaakov Avinu, il s'est rabaissé. Et le fait qu'il se soit rabaissé, c'est comme quoi? C'est comme une source qui a été souillée. Alors, qu'est-ce que le Midrash veut nous dire par cette image-là de la source souillée? Oui. Juste une question. Quand ils tirent sur la source souillée, ils ont deux explications différentes Oui, sur parce l'explication. que le passage, tu peux le lire de deux manières. Tu peux dire comme ça. Tu peux dire Ma'ayan Yirpash ve Makor Moshrat Tzadik Memit Atzmo Livnei Racha. Donc tu dis comme ça. Ça ressemble à une source souillée. Quoi? Le Tzadik devant le Racha, le Tzadik qui se rabaisse. Mais en fait, tu lis ça de façon positive. À savoir, comme une source qu'on peut vraiment jamais souiller jusqu'au bout. Maintenant, tu peux lire de façon différente, de façon péjorative. Tu lis le pasouk et tu dis le pasouk de la façon suivante. C'est une source souillée. Un tzaddik qui s'abaisse devant le rachat. D'accord? La question c'est comment tu lis, on va dire sur quelle partie du processus tu mets l'accent. D'accord? Est-ce que le fait de la souillure ou bien le fait que la souillure qui finalement est amenée à passer? Oui. Je viens de me rappeler quelque chose, mais en vrai, à la fin de Toldot, on voit que Rivka elle dit à Yaakov que Esav il va le tuer. Oui, on sait très bien. Donc c'est pas qu'il va sur le chemin, c'est Esav qui allait déjà sur le chemin. Non, on a expliqué. Et ça, attends, il faut pas oublier quelque chose. Ils sont passés 20 ans depuis. D'accord? A priori, après 20 ans, si Yaakov il était parti, revenu tranquille, incognito, c'est pas du tout évident que Esav, qui n'habitait pas ici, qui n'habitait pas en Eretz Israël, il serait venu. C'est ce que le Midrash il dit en fait. Il dit, elle est dans son chemin, pourquoi t'es parti le chercher? Dans tous les cas, il avait la Nekama, il avait la vengeance, il voulait. Mais il est pas. Mais pourquoi il est revenu? Il aurait vraiment voulu se venger. S'il était venu, Yaakov, avec ses hommes, il se serait installé, etc. Il y a pas dire que les sages lui auraient dit comment il est Yaakov, il est riche, il est puissant, etc. Il serait resté. Mais à partir du moment où il vient, et il lui envoie une missive, et il lui dit sache-le, ton esclave Yaakov demande. Alors comment il voit les choses? Ah, ben c'est une opportunité. Donc finalement, il est faible. Il est faible. Bon, revenons à notre sujet. Donc, le Midrash nous dit, c'est quoi le problème de cette histoire-là? Ça ressemble à une source souillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Peut-être que c'est l'image de la source, en fait, c'est ce qui se transmet. Et alors, donc, la source, en effet, on sait que très bien. Première chose, premier point, la source, qu'est-ce qu'elle donne la source? C'est l'eau, et l'eau, ça représente quoi? La Torah. Donc, en fait, la source, en fait, on va dire, justement, la source, c'est-à-dire le tzaddik, qui est une source pour qui? C'est une source pour les autres. Mais finalement, un tzaddik qui s'abaisse devant le rachat, qu'est-ce que ça devient? Une source souillée. Ça veut dire quoi? Que les gens ne veulent plus? Les gens ne veulent plus boire de son eau. Pourquoi les gens ne veulent plus boire de son eau? Tu la rappelles, tu vois que la Torah, c'est pas quelque chose qui se respecte pas. Quelque chose qui ne se respecte pas. Savoir qu'est-ce qui se passe. Quand tu vois un tzaddik, par exemple, qui fait beaucoup de politique, alors qu'est-ce que tu es en train de te dire? Pas de diplomatie, de la diplomatie, on va dire comme ça. Qu'est-ce que tu vas te dire? Il n'est pas vraiment croyant dans son chemin. D'accord? Et donc, s'il est comme ça, tergiversant sur son chemin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas un chemin qui est vraiment sûr. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe avec les élèves? Bon, alors, ils vont pas tellement suivre ce tzaddik-là, ce maître-là. Pourquoi? Parce que finalement, ce maître, on voit qu'il bouge en fonction, comme ça s'appelle, des vents et des marées, des différents courants. Et donc finalement, ça devient comme une source d'eau qui a été souillée. Tu viens boire, tu dis attends, l'eau elle est pas, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair, quel est ton message? Parce que d'un côté tu dis ton message, mais comme le rachat est devant toi, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, tu passes en fonction sous-marin. Attends, tu crois dans ce que tu penses? Faut assumer quoi. Il faut assumer. Si tu assumes, alors qu'est-ce qu'on se dit? Bon, c'est un homme de parole. C'est un homme de parole. C'est un homme de vérité. Ah, c'est un homme de vérité, je vais avec lui. Je vais vous raconter une histoire magnifique. Vraiment une belle histoire. C'est passé en 1964. Tafshin Kaf Dalet. 1964. D'accord? 1964, nous parlons donc vraiment le début de la création de l'État d'Israël. À cette époque-là, le Rav Rashi d'Israël s'appelait Rav Yitzhak Nissim. Retenez ce nom.
Rabbi Yitzhak Nissim. C'était le grand rabbin Sfarad de l'État d'Israël. Cette même année-là, 1964, Tafshin Kaf Dalet, il y a eu un premier, on va dire, visite historique, d'accord, du pape. Le pape est venu en Israël. Non, évidemment, le pape ne reconnaît pas l'État juif, l'existence de l'État d'Israël. Alors il a dit, je ne veux pas venir par l'aéroport de Ben Gurion, parce que venir par l'aéroport de Ben Gurion, c'est en fait reconnaître que l'État existe. Donc qu'est-ce que je vais poser? Il a dit, je viens venir par l'intermédiaire du passage de Megiddo, donc comment ça s'appelle, du Yarden, de la Jordanie. Donc je viens par la Jordanie, par le passage de Megiddo, qui est un passage qui était sous, on va dire, qui est sous dominance jordanienne, et donc je ne reconnais pas, on va dire, la porte ouverte officielle de l'État juif. Bon, les dirigeants de l'époque, ils sont passés en fonction sous-marin, et ils ont dit, bon, bah d'accord, c'est pas grave, on va le recevoir à la porte de Megiddo, là-bas on va lui faire les honneurs qui lui reviennent ou qui ne lui reviennent pas, mais les honneurs qu'on doit à un dirigeant. Bon, donc il y a tout l'État d'Israël, donc le Rosh Mimshala, les ministres, etc. Et donc, dans ce cadre-là, il a aussi envoyé une missive au Rabbi Yitzhak Nissim, en lui disant, en tant que grand rabbin d'Israël, il s'agit d'un homme de religion, viens l'accueillir à l'entrée de Megiddo. Et Rabbi Yitzhak Nissim qui répond, non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucune raison que cet homme-là, qui ne respecte pas la création de l'État d'Israël, reçoive mes honneurs. Je refuse donc d'aller le voir à Megiddo. S'il veut venir, il n'a qu'à venir à Ben Gurion, je le recevrai à Ben Gurion. Mais s'il vient à Megiddo, je ne suis pas d'accord. Bon, on va dire qu'à l'époque, on s'appelle la même chala, donc le gouvernement, il a encassé un... Bon, mais ils se sont tués. Bon, ensuite, le pape, il est arrivé à Yerushalayim. Donc il est venu, à Yerushalayim. Et quand il est arrivé à Yerushalayim, il m'a dit, bon, alors il a appelé Rabbi Yitzhak Nissim, il dit, bon, maintenant on vient le recevoir à Yerushalayim. Et lui qui leur répond, ah non, pas du tout. S'il est venu à Yerushalayim et qu'il n'a pas reconnu l'État d'Israël, je suis prêt à le recevoir sur le parvis de la Rabbanout Rachit. Il n'a qu'à venir et reconnaître qu'il y a une Rabbanout Rachit en Eretz Israël dans l'État juif. S'il veut, je le reçois chez moi. Mais moi, je ne compte pas me déplacer et lui faire un honneur qui ne lui revient pas. Bon, au niveau diplomatique, ça s'appelle un gros incident diplomatique. Mais de façon paradoxale, dans tous les journaux de l'époque, et les journaux de l'époque étaient encore plus gauchistes que les journaux d'aujourd'hui, d'accord? Alors, eh ben, vous savez ce qui s'est passé? Il a reçu des louanges de toute la presse. La presse israélienne. À quoi? Sur quoi? Que finalement, le seul qui a défendu l'honneur de l'État juif, c'était M. le rabbin. Monsieur le rabbin, Rabbi Yitzhak Nissim, c'est lui qui a défendu l'honneur de l'État juif. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit ça, le Mayan Nirpash. C'est quoi le Mayan Nirpash? Tu dis, tu crois que tu as l'État. Alors pourquoi tu es prêt à céder? Pourquoi tu es prêt à céder? Ne baisse pas la tête. Si tu baisses la tête, qu'est-ce qu'on te dit? Donc ton État à toi, tu n'y crois pas? Tu n'y crois pas vraiment. Si tu n'y crois pas vraiment, alors c'est faux. Eh ben alors on t'embête. Mais si tu lèves la tête et tu dis, écoutez, c'est à moi. C'est notre État, c'est notre religion. Vous voulez, il n'y a pas de problème, on se respecte. Vous ne le respectez pas, il n'y a pas de raison que je vous respecte. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yitzhak Nissim est devenu un emblème de, comment ça s'appelle, de Kavod Leumid, comment ça s'appelle, de fierté nationale. De la fierté nationale. Finalement, c'est ce qu'on voit là. C'est le tzaddik finalement qui dit, je ne veux pas qu'on souille l'eau. Je veux que les choses assoient. Après, parfois, il faut savoir s'incliner. Il faut savoir s'incliner parfois. C'est pas forcément une preuve de faiblesse. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir s'incliner. D'accord? Souvent, tu disais à l'armée, on entend des fois des choses qui sont souvent très très embêtantes. Il te dit, un bon mefaked, il sait se retirer. Il sait prendre du recul. Un bon mefaked, il sait aussi gagner la guerre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut savoir des fois reculer, mais il ne faut jamais oublier qu'est-ce que tu es en train de faire. Et là, on est en train de parler surtout du fait que Yaakov il a baissé la tête, qui nous dit qu'au final il n'a pas gagné la guerre. Non, il a perdu la guerre. Mais c'est ce que le Midrash nous dit, il a perdu la guerre. il a voulu se faire mordre. Il a voulu être bien aux yeux de Esav, il a perdu la guerre. Esav est devenu roi avant lui. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Maintenant, ce que je suis en train
d'expliquer maintenant, c'est rien que d'expliquer le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que le tzaddik, ça doit être un emblème de, comment ça s'appelle? Un emblème de, comment ça s'appelle? D'authenticité. D'accord? Et l'authenticité, elle vient du fait qu'on est intègre, d'intégrité. D'accord? Et finalement, l'intégrité, même si au niveau diplomatique, elle est problématique, de l'autre côté, elle amène finalement elle amène le respect. Elle amène le respect parce que tu te dis, bon, c'est un homme qui est intègre. Mais finalement, c'était ça véritablement la bicorette, bicorette. La critique que le Midrash est sur Yaakov Avinu. La critique que le Midrash est sur Yaakov Avinu, c'est le fait que cette conduite-là est une conduite qui finalement ne témoigne pas de la véracité de tes croyances, d'accord, de tes propos. C'était ça véritablement le problème. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec le Rav Ovadia aussi, une histoire avec le Rav Ovadia aussi du même genre, avec la reine d'Angleterre. Vous connaissez? Alors le Rav Ovadia, je vous raconter, c'est une belle histoire. Le Rav Ovadia, non, elle n'a pas fait la bise. Alors le Rav Ovadia Yosef était un jour en... Écoutez. Était un jour en comment ça s'appelle, en visite officielle en Angleterre. Bon, et donc il était reçu au château de la reine d'Angleterre, et la reine d'Angleterre, par respect, donc elle lui tend la main. Et le Rav Ovadia qui la regarde, je lui dis, excusez-moi madame, nous n'avons pas l'habitude, les rabbins juifs ne serrent pas la main. Voilà. Incident diplomatique, etc. Comment il a fait ça, etc. Bon, 2 semaines après, une lettre officielle de la reine d'Angleterre. Je tenais à m'excuser de vous avoir proposé de serrer la main. C'est écrit dans les règles, dans les règles du protocole des rois anglais, qu'une reine anglaise ne doit pas tendre la main à un rabbin juif, puisque c'est contre leurs habitudes. D'accord? C'est le même principe. C'est l'idée en fait, d'accord? Tu te respectes, ou tu respectes tes croyances, finalement on te respecte. Et quand tu fais beaucoup de va-et-vient et de concessions, finalement, dis bon, écoute, vous connaissez des fois malheureusement cette phrase, il dit va demander à ton rabbin si tu peux le faire. Comme si les rabbinim, ils sortent de leur poche toutes les... pourquoi les rabbinim, c'est à eux la Torah elle est à Kadosh Baruch Hu. On doit faire ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous. D'accord? En effet, il y a des religions où tu vas demander au curé et il peut te trouver toutes les solutions. D'accord? Dans le judaïsme, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Il n'y a pas de solutions à tout ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a des choses que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on les fasse. Donc on ne les fait pas. Même si on a peut-être envie, alors on doit pas se retenir. On doit, comme ça s'appelle, on doit rester droit. Et surtout, comme ça s'appelle, à Seretsono, qu'il sonnera. D'accord? Faire de sa volonté notre volonté. Alors maintenant qu'on a parlé comme ça tant de mal de Yaakov Avinu, notre cher père, on va quand même lire les paroles du Zohar sur la paracha. Alors, nous lisons ensemble le Zohar à la ligne 40. Vaishlach Yaakov Malachim. Amar Rabbi Abba. V'chi amai it'ar ihu legabe d'Esav. Alors, Rabbi Abba dans le Zohar pose la question, mais pourquoi il est parti réveiller Esav? Donc vous voyez que tous nos sages sont unanimes que celui qui a fait des problèmes, c'est qui? C'est Yaakov. Vetav avalé les ashtukim. Ça aurait été beaucoup plus intelligent de se taire. Et là, Amar Yaakov. Yaakov a dit la chose suivante. Yadana de Esav chayish le likra de Abba. Oulalam lo argiz kameh. Donc je sais que Esav fait attention au respect de notre père Yitzhak. Et qu'il n'a jamais, comment ça s'appelle, attristé. Ve'adana oil ve'abba kayam mistafin amine avalashta d'abba b'chole, etc. Une seconde, continuez. Non, ce qui m'intéresse, c'est plus le prochain passage. Donc à la ligne, 43. Vaishar Yaakov Melachim. Rabbi Shimon patar ve'amar. Tov nikle ve'eved lo mimitchabed v'chesed lechem. Il vaut mieux quelqu'un qui baisse la tête, d'accord, mais qui a de quoi manger, d'accord, que quelqu'un qui monte la tête, qui lève la tête et qui n'a pas de quoi manger. Donc voilà, vous voyez déjà un passage qui est plus pour le sous-marin, d'accord. Il vaut mieux des fois baisser la tête et avoir
Manger, que lever la tête et crever de faim. Davar après, alors de quoi il s'agit? Tov Niklé. C'est qui ce Tov Niklé? C'est qui celui qui a décidé il vaut mieux baisser la tête? Da Yaakov. C'est Yaakov. Des Maïch Rouché les Gabé d'Esav, qui a baissé la tête devant Esav. Maintenant pourquoi? Begin de les bata les événements. Pour que ensuite Esav soit son serviteur. Veishlot aloy, et qu'il puisse comment ça s'appelle, être souverain sur Esav. Vit kayembe, et c'est ce qui est marqué dans le passo. Yavdu chamim veshtachavu lechalomim. Ve'adaim lo avazimne klal. Maintenant, c'était pas le moment. C'est pas le moment où Yaakov doit être souverain sur Esav. Et la Begin des Salikle Yaakov, les Batayoma. Maintenant, le fait que Yaakov il est parti le chercher avant le temps. Ve'alda ava miyad nikle. Et grâce à ça, immédiatement, il est devenu, comment ça s'appelle? Non, il est immédiatement devenu, il a baissé la tête devant Esav. Et grâce à ça, ça va faire venir avant le temps où Yaakov va être souverain sur Esav. C'est ce que disait Yaakov. Bon, je continue, enfin, les Zohar il termine en disant que si Esav s'était rendu compte de ce qui s'est passé, il n'aurait jamais accepté. Bon, alors, l'idée encore, j'explique l'idée du Zohar. L'idée du Zohar, le Zohar dit la chose suivante. Sache que dans l'histoire du peuple, dans l'histoire de la nation juive, de relations entre la nation juive et Esav, il est censé avoir deux périodes. Une période, comme ça s'appelle, mauvaise, et une période où le peuple juif est souverain. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, je vais avancer la mauvaise période. Je vais encaisser moi. Je ne vais pas attendre que ça tombe sur mes enfants. Je vais encaisser moi. Et comme ça, mes enfants, c'est eux qui vont profiter. Et si Esav était conscient de ce qui est en train de se passer, il n'aurait jamais accepté. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le Zohar? Il ne jamais expliquer quoi. Alors, le Zohar nous dit la chose suivante. Et c'est pourquoi je ramène ce Zohar pour comprendre justement la difficulté de cette étude. Le Zohar nous dit la chose suivante. Yaakov Avinu, il avait son calcul. À savoir, il savait très bien que baisser la tête, c'est quelque chose de problématique. Seulement, il a choisi de baisser la tête parce qu'il avait un calcul. Il savait, Beruach HaKodesh, il savait par prophétie, quel est le cours que l'histoire doit prendre, et il a joué avec ce cours de l'histoire pour le bien de ses enfants. D'accord? Maintenant, ce Zohar-là, il est important. Pourquoi? Parce que, même dans notre étude, toutes les études que l'on va étudier sont nos pères. D'accord? Abraham, Isaac et Jacob. Il faut comprendre que nos pères et nous, on n'est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire que Yaakov, il voyait des choses que nous, on ne voit pas. Yaakov et nous, il prie à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui répond pas. Mais il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et Yaakov que nous, évidemment, nous n'avons pas. Alors, tout ça pour vous dire que quoi? Pour vous dire que toutes ces études qu'on a fait maintenant, est-ce que Yaakov Avinu il s'est bien comporté ou il s'est pas bien comporté? Il ne s'agit pas de mettre de Yaakov. Parce que Yaakov Avinu lui-même, il a ses calculs. Que nous ne sommes pas capables de comprendre et que nous ne sommes pas capables de faire aussi. C'est-à-dire que je fais les calculs de Yaakov, aujourd'hui on ne peut pas les faire. Qu'est-ce que le Midrash lui fait? Le Midrash, il étudie ces calculs de Yaakov, pas dans les calculs que Yaakov lui a fait, mais comment nous on doit comprendre les choses. À savoir, ce que Yaakov il a fait lui-même, en tant que Yaakov Avinu, c'est Akadosh Baruch Hu et lui, ils ont leur compte à eux. Ils savent ce qu'il a fait, pourquoi il a fait les choses. Ce que nous devons apprendre de ça, c'est ce que les sages nous enseignent. C'est-à-dire que nos sages, quand ils viennent et nous disent, tu sais, Yaakov il a fait une erreur là, c'est pas que Yaakov Avinu il a fait une erreur. C'est que si on devrait recopier cette conduite de Yaakov, pour nous ça serait une erreur. Pour la simple et bonne raison que nous ne nous comportons pas avec le roi HaKodesh. Lui, il a ses calculs de roi HaKodesh. Nous n'avons pas le roi HaKodesh. Oui. En fait, au final, l'action de Yaakov, c'était plus une action tressée envers ses descendants. Pardon? Donc au final, l'action de Yaakov, c'était une action tressée envers ses descendants. En effet. Alors pourquoi Hachem il est pas là? Ben alors, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer que Yaakov lui-même, il avait son calcul à lui. D'accord? Mais nos sages, quand ils étudient la paracha, ils n'étudient pas la paracha dans la perspective de Yaakov. Qui c'est qui étudie la paracha dans la perspective de Yaakov? Le Zohar. Le Zohar, il rentre, on va dire, dans le sod, dans les secrets divins. Alors on étudie les choses dans la perspective du tzaddik, comment le tzaddik, quel était le calcul du tzaddik. Mais dans le pshat ou le drash,
comment on voit les choses? Pas les secrets qui sont cachés. On voit les choses de la conduite, comment la conduite à adopter pour, on va dire, le commun des mortels. Oui. Et ça aussi qu'on dit quand on dit Massavos Manavanim, c'est-à-dire on voit l'acte en lui-même. On voit l'acte en lui-même. On voit pas maintenant quel était son calcul. D'accord? On voit pas son calcul à lui, comment lui connaissait tout ce qui allait se passer. On voit l'acte en lui-même, comment nous on doit apprendre de cet acte. C'est très important tout ça pour vous dire aussi que quand on va trouver dans les Midrashim de la bikoret, comment ça s'appelle, de la critique sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, sur Moshe Rabbeinu, c'est jamais une critique sur le personnage. C'est une critique sur la conduite dans l'optique que nous, quand nous étudions la Torah, pourquoi? Pour recopier la conduite. Alors, le sage dit attention, ça c'est une conduite à pas recopier. Lui, il a fait ça parce que il avait ses calculs, d'accord? Mais toi, tu ne recopies pas cette conduite. D'accord? Donc nos sages qui viennent et qui disent il ne faut pas baisser la tête, parce que c'est Marianne Nirpash, ça devient une source souillée, d'accord? C'est pour, on va dire, dans la vision humaine. Oui. Mais nous on a vu justement dans le Midrash deux versions, une qui nous dit qu'il faut baisser la tête, une qui nous dit qu'il ne faut pas baisser la tête. Nous on a vu l'explication de pourquoi on ne devait pas baisser la tête, mais on n'a toujours pas vu l'explication. Non, l'explication pourquoi baisser la tête, a priori c'est l'explication la plus simple. D'accord? Il faut baisser la tête, les chiens aboient, la caravane passe. D'accord? Donc on attend que ça passe en espérant que quand on baisse la tête, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont être gentils avec nous. C'est vrai que généralement, même au niveau technique, des fois ça marche, mais souvent ça marche pas. D'accord? Souvent ça marche pas. À long terme. Donc ça dépend des À situations. long terme ça marche pas. À long terme ça devient comme une source souillée. Oui. Et nous, de nos jours, c'est pas un peu l'erreur qu'on a fait, nous, par rapport à la création de l'État, par exemple. Puisqu'on a été. C'est évidemment que c'est un cours politique. C'est évidemment que quand on étudie ces choses-là, tu vois bien que nos sages, de façon générale, ils vont plus dans l'optique de qu'il faut lever la tête, et qu'il faut dire c'est à nous, c'est notre pays, c'est nos droits, et que c'est comme ça qu'on se fait respecter. Plus qu'en disant une grande partie des problèmes qu'on a aujourd'hui, je une parenthèse politique, mais pas pour la politique, mais pour comment ça s'appelle, pour voir comment ça s'appelle, le principe. D'accord? Où c'est qu'on a des problèmes au jour d'aujourd'hui? D'accord? On va dire dans ce qu'on appelle les territoires occupés. Maintenant, c'est que le vrai problème des territoires occupés, c'est quoi? C'est que l'État d'Israël ne les a pas annexés. C'est-à-dire que même l'État d'Israël les appelle territoires occupés. À partir du moment où l'État d'Israël les appelle territoires occupés, comment tu veux que l'ONU les appelle? D'accord? Sur le Golan, par exemple, l'État d'Israël a fait une loi, comme quoi le Golan est à nous, annexé. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend pas parler du Golan. D'accord? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu dis c'est à moi et que tu vas dire tu es, comment ça s'appelle, tu es ferme, pas tu es buté. Intègre. Déterminé. Tranché. Dans quel sens? Bon, vous avez compris. D'accord? Vous avez compris. On va dire que tu es Ikvi. Têtu. Ikvi. Fixé. Ferme. Déterminé. Ouais, déterminé, c'est bien déterminé. Imposant. Déterminé, ça. Demandez à nous. Bon, Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Je ne sais pas comment traduire ça en fait. Ikvi. On a compris, Bon, vous avez compris. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. Bon, à partir d'un moment, on va dire Cohérent. Hein? Cohérent. D'accord, c'est plus une traduction que tout ce que vous avez dit en effet. Alors, d'accord, t'es cohérent. Ça veut dire que tu dis c'est à moi et donc je me comporte comme quelqu'un que c'est à lui. Bon, alors, comment on te traite? Quelqu'un que c'est lui. Si tu dis c'est pas à moi, mais je garde. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Bah, si c'est pas à toi, pourquoi tu gardes? D'accord? Donc, le problème, une grande partie de ce problème, je sais pas, pourquoi l'État d'Israël a fait ça? Parce qu'ils sont pas sûrs. Parce qu'on sait, alors on n'est pas sûr, et on s'est dit aussi peut-être qu'au point de vue politique, c'est mieux si on ne dit pas, ça va être plus facile, on va pouvoir s'arranger, etc. Donc tous les calculs, on va dire, diplomatiques, à long terme, d'accord, ils montrent que tu as une source qui est pas claire. Et si ta source elle n'est pas claire, alors, on te dit, alors on n'est pas d'accord. Oui. Au final, on a un problème avec la première source qui dit que Rabbi Yudanassi, il a pris exemple sur Alors, Yaakov. bon, tu veux que je vais te donner quand même une optique de voir les choses. Comme on l'a dit aussi auparavant, d'accord, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes.
Quand Rabbi Yehuda Hanassi, il était dans une période où, comment ça s'appelle, où occupation romaine, d'accord, il y avait un empereur romain, et il n'y avait aucun État, il n'y avait aucun pouvoir, et Rabbi Yehuda Hanassi donc adopte la position de il vaut mieux être en bon contact. D'accord. Yaakov Avinu, c'est pas exactement la même situation. Parce que Yaakov Avinu, c'est le moment où il revient chez lui. Il revient dans sa terre, il revient chez lui. Il n'est pas occupé. D'accord. Il revient chez lui. À partir du moment où il revient chez lui, alors revient de façon avec la tête haute. Oui. Justement, mais en fait, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de questions politiques. Je veux Bécard qu'on comprenne le principe spirituel. À savoir que, regarde, je vais vous donner une autre chose. Le principe spirituel est le suivant. C'est pareil qu'au niveau, on va dire, c'est pareil qu'au niveau national. C'est même au niveau personnel. D'accord? C'est même au niveau personnel. On se fera souvent plus respecter quand on est cohérent dans notre conduite, et quand on est droit, et quand on dit les choses de façon claire, d'accord? Que quand on essaie de contourner et de passer en douce. Parce que quand tu passes en douce, alors qu'on comprend pas. Il veut ou il veut pas? Il faut dire les choses de façon claire. Oui. Ouais, il était avant ici, ça fait 2 semaines qu'il est... Oui. Mais justement, je trouve ça étonnant que ce soit Rabbi Yehuda Hanassi qui donne l'exemple de Avdera, parce que, enfin, il n'y a pas meilleur exemple que lui pour le Kavod Leumi. À l'époque, c'était la première puissance mondiale avec le César, parce qu'il estimait que la Torah, elle pouvait pas être en dessous des Romains, quoi. Alors, il faut que tu comprennes. Rabbi Yehuda Hanassi, en effet, avait des très bons liens avec Antonin, et il y a même des marottes qui disent qu'Antonin s'est converti à cause de Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord? Mais au niveau, on va dire, comment ça s'appelle? Au niveau Léoumi, au niveau national, c'est sûr que la Judée n'était qu'une province romaine parmi tant d'autres. Donc, la conduite politique que Rabbi Yehuda Hanassi a adoptée, c'était la conduite en douce. Oui. Et quand même, on a dit que le Midrash nous a dit que ce qu'il a fait Yaakov, il ne faut pas le refaire. Alors, c'est deux optiques. On voit bien qu'il y a deux optiques dans le Midrash. Alors, on peut dire où il y a une contradiction, ou bien on peut dire que ça dépend de la situation. Il y a oui une place à cette situation, et on l'a vu ça malheureusement dans l'exil, où il fallait faire, comme ça s'appelle, le sous-marin beaucoup, parce qu'il n'y avait pas de choix, d'accord? Mais de façon générale, il faut comprendre, quand tu joues le sous-marin, tu as un prix à payer. Quel est le prix à payer? C'est justement ce prix-là de la vérité qui n'est pas exprimé de façon claire. Bon, avec notre mission, nous allons terminer par le prochain Midrash. En vrai, peut-être que c'est même pas que selon la situation ou la période, peut-être c'est selon même nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on n'est pas comme Yaakov, on n'est pas comme Rabbi Yehuda Hanassi, mais on est dans une autre situation. Que peut-être que si on n'est pas autant dans l'idée comme Rabbi Yehuda Hanassi ou comme Yaakov, alors on peut pas. Peut-être c'est mieux d'être comme un évêque plutôt qu'affirmer, parce que quand tu t'affirmes, il faut être sûr de ce que tu dis. Mais si on n'est pas d'une madriga assez élevée, il faut être cohérent. Je vous donne un exemple. Vous allez être à l'armée Bezrat Hashem. D'accord? Celui qui manque de cohérence à l'armée, il se fait bouffer. D'accord? Je vais vous raconter une histoire. Ça m'arrivait à moi personnellement. D'accord? J'étais à l'armée et donc j'étais dans une base militaire. Et j'étais un des seuls religieux de toute la base militaire. D'accord? Alors maintenant je travaillais tous les jours de façon très sérieuse, etc. Et arrive le jour de Tisha B'Av. Alors je vais voir le Mefaket, je dis écoutez, c'est Tisha B'Av, je jeûne, et donc je demande à ne pas venir à la base. Je veux rester chez moi à la maison pour jeûner. Elle dit pas de problème, t'es libéré, aucun problème. Bon, il y a un autre Rayal qui entend ça, alors il court. Elle dit, moi aussi je jeûne. Il n'y a pas de problème. On va t'allumer un masgan et tu vas jeûner ici à la base. Alors le Khayal il dit, mais pourquoi lui? Montre-moi quoi. Pourquoi lui il a droit à pas venir à la base et moi je dois venir à la base? Alors le Mefaket qui lui répond de façon très simple, très claire. Écoute, lui il prie tout le temps, il étudie, il est sérieux. Quand il me dit qu'il va jeûner, je le crois. Toi, hein, tu mets la kippa quand tu veux. Tu pries une prière sur 6, et après tu viens demander à jeûner. Alors il n'y a pas de problème. Tu veux vraiment jeûner, je te mets le masgan. Mais tu jeûnes à côté de moi, je veux voir que tu jeûnes. Vous avez compris? C'est exactement ça.
Si tu es cohérent, et qu'on voit que tu es cohérent, alors ta parole a... ta parole a un sens, a un poids. Si tu ne te lèves pas tous les matins à la tfila, comment tu vas dire, mais Faket, on veut du temps pour étudier, avec Shabbat, etc. Tu dis, attends, mais de qui tu te moques? Mais si t'es sérieux, même si quand on te réveille pas, tu te lèves à la tfila comme il faut, quand tu es voilà une fois que tu dis, écoutez, on a besoin de temps pour prier, on a besoin de ça, qu'est-ce qu'il va te dire? Bon, ok. Je vois que tu es sérieux, tu es cohérent, d'accord? Donc on va dire, c'est avant tout pour toute notre vie même personnelle. Il faut être une source claire, pas une source trouble. Bon, on va terminer par quelques petits mots. La chose suivante. Le Midrash, ligne 28. Dieu ne donne pas au rachat sa volonté et ni son zamam, ni ses intentions. Bon, de quoi il s'agit? On ne va pas rentrer dans tous les détails du Midrash, mais j'ai expliqué l'idée générale parce que c'est plus pour ce pasouk là qui m'intéresse. Ce pasouk, il dit il y a deux choses. Il y a le ma'vaye rachat, la volonté du rachat, et zmamo, et son intention. De quoi il s'agit? Il y a la volonté, il y a l'intention. Alors de quoi il s'agit? C'est de dire la chose suivante. Il faut savoir qu'il y a deux types d'attaques des Rechaim sur les tzadikim. Ou on va dire de façon générale de Esav sur Yaakov. Il y a l'intention exprimée. Ma'avaye Racha. Il dit de façon très claire, je veux te détruire. Bon, au moins c'est clair. Et il y a le Zmamo. Zmamo c'est quoi? C'est l'intention. De quoi il s'agit? Extérieurement, il te dit, pas de problème. Et intérieurement, qu'est-ce qu'il fait? Il te cherche à te mettre les bâtons dans les roues. Donc, il y a la haine exprimée et il y a la haine cachée. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous de quoi? Des deux. Et de la haine exprimée et de la haine cachée. Regardez comment dit Yaakov, le rabbi de Zidichov, il a dit la chose suivante, il a exprimé comme ça le passouk suivant. Atzilenina Miyad Achi, Miyad Esav. Sauve-moi de mon frère, de Esav. Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas que Esav c'est son frère? Il a fait ce que lui quand il est Atzilenina Miyad Achi. Sauve-moi des gens qui ont l'air d'être mes frères, qui viennent et qui me disent nous défendons votre intérêt, nous pensons à votre bien, et qu'est-ce qu'ils font tout le temps? Ils sont en train de nous détruire. Et il y en a qui te disent Miyad Esav. Et bien des fois il vient comment? De façon très claire, le couteau entre les dents, c'est Esav. Donc Yaakov il dit sauve-moi des deux. Sauve-moi de Esav qui vient en tant que Esav, et sauve-moi de Esav qui vient en tant que frère, qui vient m'enlacer et qui en fait qui essaye de m'étouffer. D'accord? Et donc c'est très important de comprendre ces deux choses-là. Ça revient à ce qu'on a dit au début du cours. Tu as, on va dire comme ça, tu as Miyad Achi, Miyad Esav. Le Esav d'aujourd'hui c'est Ishmaël, et le Miyad Achi c'est le Esav. D'accord? Ça veut dire que... Vous avez compris? Ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent avec le couteau entre les dents. C'est aussi une sorte de Esav. Celui aujourd'hui qui a pris ce drapeau-là, de ce Esav-là, c'est qui? C'est Ishmaël. D'accord? Mais celui qui vient en tant que frère, mais qui nous aime pas plus que l'autre. Comment c'est aujourd'hui, c'est le Esav. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, Atzilenina Miyad Achi, Miyad Esav. Qui a Anochi Oto. Nous avons encore une minute. Quelle heure il est? 57. 58. Nous n'avons plus une minute. Oh, Radona et Léolam. Amen. Amen.